Donc, merci à tous d'être là. Je suis vraiment content d'être ici malgré l'arrivée tardive. Donc, j'espère que je vous ai pas trop fait patienter. En fait, mon nom est Stéphane Dumont, je suis président fondateur de Revolver 3. Pour ceux qui connaissent pas l'agence, c'est une agence native qui était intégrée à l'époque, mais qui a toujours fait 80% de ses revenus en marketing interactif. Donc, puis rapidement, en fait, on a décidé de uniquement centrer nos énergies sur les expertises auxquelles on tenait, c'est-à-dire le marketing interactif au sens large. Puis depuis, je dirais à peu près 1 an et demi, 2 ans, on se concentre davantage vers la gestion intégrée du marketing interactif, de l'expérience client, mais aussi associé à ça l'expérience de commerce électronique, si on veut. Donc, oui, le service en ligne, mais la transaction également. Donc, gestion de tous les canaux pour générer des transactions. Donc, essentiellement, c'est ça qu'on fait à tous les jours. Donc, je veux pas vous faire pleurer là, en commençant, là, mais je voulais vous chanter un petit peu du Love Me Tender, Love Me, etc. Non, mais je connais un petit peu l'air, mais je connais pas la chanson. Ça pour dire que qui pense que Elvis était un homme émotif? Est-ce que c'est un homme qui était émotif dans la vie? C'est un gars de marketing. C'est un brand à toute fin pratique. Donc, autant dire qu'une banque aurait pu faire presque aussi bien que lui. J'irai pas aussi loin que ça, mais ça reste qu'il avait son cachet tout à lui, sa prestance mythique sur la scène, évidemment, sa beauté légendaire pour les femmes, j'imagine. Mais ça reste que pour les hommes aussi, il en a fait craquer plus d'un avec ses chansons. Aujourd'hui, ça perdure. Donc, tout ça pour dire que les émotions, c'est pas nécessairement quelque chose on n'a pas absolument besoin d'être quelqu'un d'émotif pour générer des émotions. Donc, Elvis en a fait la preuve. Donc, c'est un succès exemplaire à suivre encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une émotion, en fait? Je veux pas rentrer, je suis pas un psychologue. C'est-à-dire que ça peut être péjoratif d'utiliser le mot émotion à mauvais escient, si on veut. Mais essentiellement, c'est quelque chose de complexe. Donc, c'est quelque chose qui vient, qui combine le physique et le psychologique. Donc, on veut pas nécessairement rentrer dans l'intériorisation de tout ça, mais ça reste que les marques, les entreprises, les organisations ont un pouvoir d'influence, si on veut, auprès des individus. Évidemment, qu'on soit une marque consommateur ou une entreprise, une corporation qui offre des produits et services auprès d'un client ou d'une audience scolaire, par exemple. Je parlais avec une dame qui travaille dans une commission scolaire. Donc, évidemment, on a des audiences, on a toujours des clients à servir. Donc, c'est important de bien connaître les gens. Au-delà des émotions, de comprendre ses aptitudes, attitudes, comportements, préférences. Donc, créer des chemins critiques, si on veut, des chemins critiques émotionnels ou pour faire simple, en fait, une expérience qui va faire en sorte que cette personne-là va être valorisée puis elle va vouloir rester à long terme avec la marque ou avec l'organisation. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi dans une perspective d'RH. Donc, on peut créer, en créant une analyse approfondie, si on veut, en analysant de manière approfondie les audiences. Bien évidemment, on peut créer toutes sortes de packages d'incitatifs en bon français, donc des incitatifs pour les employés qui vont nous permettre de les garder plus longtemps. Donc, c'est la même chose dans le contexte d'un consommateur. Donc, l'idée étant de bien les comprendre, puis d'offrir les bons stimuli pour les garder longtemps. Donc, d'une part, il faut qu'ils deviennent clients, mais après ça, on va les garder longtemps. Jusque-là, ça va? Encore là, je vous le dis, je suis pas un psychologue, je fais de mon mieux. Ça reste que essentiellement, on n'a rien inventé. Hein. La publicité, depuis nous, on se considère pas comme étant des publicitaires proprement dit. Donc, on est des gens de marketing qui fait avancer les choses via les technologies de l'information. Mais ça reste que depuis la nuit des temps, la publicité utilise les émotions comme catalyseur de rendement, si on veut. Et évidemment, il y a des recherches qui ont été faites. Donc, celle-ci vient des années 80. C'est Plutchik, en fait, c'est un des auteurs ou un des chercheurs, si on veut, qui est le plus suivi actuellement, parce que, évidemment, les émotions, ça existe depuis toujours, on n'invente rien, mais la catégorisation, tout ça, se raffine d'année en année. Ça reste que, dans ce cadre-ci, c'est pas comme la technologie, c'est des choses qui sont là depuis toujours. Donc, essentiellement, ce qu'on remarque ici, c'est que l'utilisation de ce spectre-là, si on veut, est bipolaire. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on a de la joie. Donc, les trois émotions positives qui nous intéressent aujourd'hui, c'est l'anticipation, la joie, la confiance. Donc, à l'opposé de la joie, on a de la tristesse. À l'opposé de l'anticipation, on a de la surprise. Donc, un client n'aime pas ça, avoir de mauvaises surprises. Même si elle peut être positive, mais normalement, quelqu'un aime ça,
voir un peu qu'est-ce qui l'attend. Donc, c'est pas quelque chose qui est agréable pour lui de vivre une surprise. La confiance, évidemment, à l'opposé, il y a le dégoût. Donc, les 3 éléments fondamentaux pour avoir du succès en affaires aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est une base fondamentale. Puis quand je voyais dans le programme les à-côtés du marketing, selon moi, c'est pas les à-côtés, c'est purement fondamental. Donc, de connaître ces éléments-là, pour moi, c'est le fondement de toute entreprise qui peut avoir du succès dans la vie. Il faut connaître quels sont les éléments qui vont générer ces émotions-là auprès de ces audiences. Puis évidemment, au niveau négatif, je m'attarderai pas là-dessus, mais évidemment, il y a les 5 autres: la colère, la surprise, la peur, la tristesse, le dégoût. Donc, évidemment, dans un contexte de service client, on ne veut pas vivre ces expériences-là. Aujourd'hui, en fait, est-ce que les entreprises peuvent générer de la valeur à travers les émotions? Ben, évidemment, la réponse, c'est oui. J'en ai parlé un petit peu avec Elvis. Elvis, c'est une marque, c'est une grande marque. Et il a généré beaucoup de succès, beaucoup d'argent, évidemment, succès à tous les niveaux. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une marque n'est pas nécessairement elle n'a pas nécessairement les attitudes ou les prérequis, si on veut, pour générer des émotions ou dégager des émotions. Donc, si on se remet dans le contexte d'une banque, ben c'est toujours plus difficile. On est pris dans nos paradigmes, les processus, les grandes corporations. Donc, évidemment, la marque est cachée derrière plusieurs filtres procédurales, technologiques ou autres. Donc, les sièges sociaux et tout ça, ça permet la marque est plus hermétique, donc laisse moins transparaître les émotions des individus qui sont à l'intérieur des murs. Donc, idéalement, ce qu'on veut, c'est l'inverse. Donc, on veut, pour créer des ponts émotionnels entre les clients, les consommateurs et la marque, on veut, autant que possible, enlever les murs. Comme vous le voyez, évidemment, les attentes du consommateur sont évidemment de vivre une expérience positive. Donc, authentique et agréable. Et la corporation, elle, c'est de générer des profits, des revenus, même si elle ne le dit pas directement. C'est pas nécessairement toujours un but la fin en soi, mais ça reste que pour qu'une entreprise soit durable, il faut que ça génère des profits. Donc, on veut pas nécessairement, donc souvent il y a un gap entre les deux. Les deux se comprennent pas bien. Donc, l'idée, c'est de réduire l'écart entre les motivations qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, on appelle ça chez nous la réduction du gap, donc s'assurer en fait que des fils conducteurs ou des éléments de connexion émotionnelle qui vont se faire entre la corporation, l'entreprise et les audiences. Évidemment, il n'y a pas un individu de pareil. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. L'idée étant de créer des personas, donc des gens qui ont des leviers émotionnels différents, des états émotionnels différents à travers leur cycle d'achat. Donc, l'idée étant justement de créer un chemin critique ou une expérience personnalisée en fonction de ces leviers émotionnels-là. Donc, je vous en parle un petit peu plus tard brièvement. Évidemment, exemple assez facile, mais quand même qui a eu beaucoup de succès en termes de génération de valeur pour une corporation, c'est Starbucks. Starbucks, en fait, c'est très simple. En fait, part d'une commodité, il va donc travailler au niveau de son leadership interne, ses processus, et de l'extérieur, si on va dans une perspective externe, expérience consommateur, vient générer une émotion très positive. Et évidemment, ce qu'on voit ici dans les deux axes, plus on est élevé dans l'augmentation dans le niveau de différenciation, donc sa position de leadership vient plus grande, donc on peut se permettre d'avoir un prix premium. Donc, les gens ont l'impression de payer pour un café premium alors que c'est un café tout à fait normal, mais il y a une expérience qui est distribuée à travers toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc, c'est assez majeur, en fait, parce que, oui, évidemment, c'est une compagnie de marketing. Donc, comme toute bonne entreprise de marketing, veut générer une perception positive, veut générer une valeur ajoutée qui est perceptuelle. Donc, pas nécessairement réelle, mais perceptuelle. Donc, il n'en reste pas moins que dans une perspective traditionnelle autant que web, c'est perception is reality. Donc, c'est comme ça qu'il faut travailler. Il faut amener de la valeur ajoutée basée sur les fondements intrinsèques et extrinsèques des individus qui composent nos audiences cibles. Je sais, je parle beaucoup de jargon. Je vais essayer de simplifier au fur et à mesure. Je m'en excuse. Je vais avoir un bel exemple aussi concret pour me permettre de mettre des mots, si on veut, ou en fait mettre un visage sur ce jargon qui peut parfois être aride. Donc, comme je vous mentionnais, en fait, relation mutuellement bénéfique entre le consommateur et la marque. Donc, comme je vous mentionnais, l'écart est comblé. Tout le monde est content. C'est ça le plus important.
Au niveau des émotions, en fait, souvent, ce qui va arriver, c'est que la plupart des entreprises, des marques, des organisations sont dans un no man's land. Donc, pourquoi no man's land? Parce qu'ils génèrent pas assez de charges émotives positives, pas assez de charges émotives négatives, ce qui fait en sorte que tout le monde les oublie. C'est gris, c'est terne, sont gentils, sont fins, mais il se passe rien. Donc, pour qu'il se passe quelque chose, pour que les gens, qu'il y ait une résonance à l'intérieur d'un individu, il faut que ça se passe aux deux extrêmes. Donc, très positif, très négatif. Entre les deux, il se passe rien, vous allez être une marque qui est agréable, qui est correcte, mais sans plus. Donc, ça veut pas dire qu'on veut du négatif, on s'entend, mais l'idée, c'est de générer le plus de charges positives. Donc, il faut se sortir un peu de ces paradigmes habituels, puis aller chercher des éléments de différenciation qui vont faire en sorte qu'on va surprendre, je ne vais pas utiliser le terme surprendre, mais qu'on va générer une expérience qui est unique, qui est personnalisée, qui est pertinente en fonction de l'individu, qui s'attend à s'adresser de manière différente. Oui? Oui, c'est des recherches notamment au niveau de l'apprentissage, donc de la formation en fait. Pas plus c'est intense, mais plus il y a une charge émotive qui est forte, plus il y a un choc émotif fort, plus les gens vont s'en souvenir. Donc c'est au même titre que votre conjointe, évidemment, vous allez vous souvenir des meilleurs moments, puis nécessairement il va y avoir une charge émotive qui va être associée à ça, associée à cet événement-là. Donc, ça paraît tout bête, ça, mais ça reste que la majorité des organisations sont très frileuses, si on veut. C'est normal. On a peur de prendre des risques. On a peur de laisser une impression qui est indélébile, c'est-à-dire que si on fait un faux pas, ça va tomber dans la mauvaise direction. On le voit beaucoup dans les médias sociaux, notamment. C'est des sujets très sensibles. Donc, et plus l'organisation est grande, plus on est pris un peu avec nos mêmes paradigmes, puis on a de la difficulté à créer une forte charge émotive auprès de nos audiences. Mais il y a moyen d'y arriver en étant pertinent dans nos actions. Comment? En faisant une recherche, si on veut, pour définir pas l'écosystème, mais plutôt le chemin critique optimal, émotionnel optimal. Donc, l'idée, c'est de créer les étapes, si on veut, qui vont faire en sorte que l'individu va convertir d'une étape à l'autre. Donc, jusqu'à l'achat, jusqu'au retour. Donc, on veut qu'il revienne souvent et souvent. On veut qu'il devienne un fan fini, en fait, de la marque. Donc, on veut augmenter sa valeur à vie. Donc, phase 1, les personas, je vous apprends rien. Les personas, en fait, je vous apprends rien, mais en fait, il y a pas beaucoup de gens qui font des bons personas. Pourquoi? Parce on sert souvent de l'information qui est accessible à proximité. Pour faire un vrai persona, il faut vraiment aller sur le terrain, aller chercher c'est quoi les réelles intentions de l'individu, c'est quoi ses réels besoins fondamentaux. Il faut savoir c'est qui son meilleur client à travers ces personas-là. C'est qui ses ambassadeurs, qui vont en parler en bien. Donc le consommateur qui est tout le temps au dépanneur, tout le temps en train de magasiner ou tout le temps en train de s'aîner, mais qui dépense pas d'argent, qui dépense pas dans ton magasin, c'est pas nécessairement ton meilleur client. Ça veut pas dire que tu veux pas le voir, peut-être qu'il parle en bien de toi, mais ça reste que on mettra pas autant d'énergie sur ce client-là. Donc, c'est important d'avoir cette information-là. Puis ça se fait de différentes façons, notamment par des questionnaires avancés sur un pool de clients ou de consommateurs potentiels. Donc, on peut les enfermer aussi dans une cage puis voir comment ils réagissent. Mais normalement, ça se fait sur le terrain, donc recherche qualitative et quantitative. Donc, cartographie de l'expérience actuelle. Donc, il faut savoir comment un consommateur se comporte dans l'écosystème actuel. Donc, on a différents points d'interaction. Le magasin en est un, mais il y a différents éléments qui vont faire en sorte que nous, comme consommateurs, on va être confrontés à la marque. Donc, on va interagir avec la marque. Ensuite de ça, il y a les moments de vérité. Donc, ça, c'est quoi les moments forts, les leviers émotionnels, les éléments différenciateurs qui font en sorte que moi, en tant que consommateur, j'ai vraiment le goût de boire mon café Starbucks. Ça, dans cette perspective-là, mais ça nous permet de faire du ménage dans ce qui fonctionne pas dans notre écosystème interactif. Donc, on va éliminer les tactiques qui fonctionnent pas. Les tactiques qui génèrent le plus de charge émotive, plus de valeur, on va les surcharger. Puis après ça, évidemment, il y a moyen de mesurer le retour sur investissement de chacune de ces actions-là, dans le but de toujours faire du ménage. Donc, puis on va le voir plus tard, il y a une dernière phase. Design expérientiel, évidemment, une fois que nos moments sont bien définis, on va faire le design de l'expérience optimale pour un persona X. Donc, je m'appelle Robert, j'ai tel comportement envers un secteur d'activité, par exemple. Il y a toute une
panoplie, si on veut, d'éléments qui vont être analysés pour faire en sorte qu'on va créer l'expérience optimale pour cet individu-là. Puis je vais aller avec du concret après. Et ensuite de ça, on va optimiser l'expérience. Donc, il y a toutes sortes de façons d'optimiser l'expérience. Évidemment, avec l'analytique, ça nous permet de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui bloque, c'est quoi les tactiques qui vont générer le plus de conversion. Donc, et c'est là qu'on fait de l'élagage, on optimise. Évidemment, au niveau des contenus, de la tonalité, des couleurs, donc de l'ergonomie d'une page, par exemple, d'une page de destination. Évidemment, c'est tout là que ça se passe. Donc, puis évidemment, on revient. L'idée, c'est de refaire le cycle. Normalement, nos personnages, ils changent pas beaucoup dans le temps, à moins que la nature de l'entreprise change ou qu'il y a des nouveaux produits, par exemple. Mais il faut pas oublier que tout ça, ça évolue. C'est-à-dire que les technologies évoluent rapidement, les comportements d'interaction évoluent, mais ça reste que les émotions, les fondements intrinsèques d'un individu, normalement, ça change pas beaucoup. Donc, t'es né comme ça. Oui, tu fonctionnes comme ça dans la vie. Ton comportement d'achat va évoluer en fonction des technologies émergentes, par exemple. Mais ça reste que fondamentalement, tu es toujours le même individu. Donc, votre meilleur persona. D'un petit exemple rapide, j'ai sélectionné Joe, dit le connecteur. En fait, il rêve de faire un voyage de ski. Ça, c'est son rêve. C'est son image finale. Là, il est avec, je sais pas si c'est du Starbucks, là, mais je pense que ça a l'air plus de Mountain Dew. Cet individu-là a été identifié comme étant créatif. C'est un gars relax, c'est un gars réfléchi, mais c'est notre planificateur. C'est lui qui va les connecter, tout ce beau monde-là. Donc, c'est lui qui fait des recherches le soir. C'est lui qui fouille, qui va voir les reviews, qui va s'assurer, en fait, que l'expérience va être optimale, puis on va choisir la meilleure montagne ou le meilleur séjour, le meilleur resort. Évidemment, on va creuser loin dans ses besoins et passions. C'est fondamental. Donc, on va pas juste regarder son caractère sociodémographique. Oui, c'est un facteur important parce qu'on veut pas miser sur quelqu'un que le profil type idéal, mais qui a pas d'argent pour venir faire son tour à notre montagne. Donc, évidemment, il y a plusieurs éléments qui font en sorte que ses besoins et passions vont être comblés par... en fait, on veut identifier le plus spécifiquement possible c'est quoi ses besoins et passions. Là, j'y vais en surface parce que l'exemple est bâti comme ça. Vous allez le voir après, là, tout ça va venir se ramifier. Donc, et évidemment, chose qu'on ne dit pas souvent dans les tests, il aime l'après-ski. Donc, c'est une blague, mais c'est pas nécessairement drôle, là, vous êtes pas obligé de rire. Donc pourquoi bien connaître notre Joe? Évidemment, c'est comment on veut décoder, comment aller le plus loin possible dans l'analyse des ingrédients qui composent notre comportement, notre persona type. Donc, décoder les préférences et comportements. Ses préférences, en fait, c'est pas de temps pour aller jouer avec ses émotions qu'on veut connaître ses préférences, c'est qu'on va lui donner du bon contenu au bon moment, à la bonne étape de son cycle d'achat. Donc aujourd'hui, avec les technologies, il y a moyen d'aller pousser comme par exemple, le meilleur exemple, c'est évidemment Amazon. Évidemment, il y a beaucoup de comportemental en temps réel qui viennent ajouter au cycle d'achat, mais des outils, il y a plusieurs outils qui sont de plus en plus, sont de moins en moins chers en fait, qui nous permettent d'ajouter de l'intelligence, donc de créer des personnages à l'intérieur de l'outil, créer de la segmentation, créer des contenus pertinents qui vont se pousser à l'intérieur de la plateforme, donc des contenus spécifiques à Joe. Donc si Joe par exemple aime faire du vélo de montagne également, mais c'est peut-être pas un bon exemple, mais si Joe aime le spa, puis qu'on veut finalement combiner un forfait spa et ski, si on a la connaissance dans le système, si on voit qu'il a été navigué dans certaines pages, la troisième fois que cet individu-là va venir sur le site, on va lui pousser le bon forfait. Donc, les technologies existent et ils sont maintenant accessibles. Donc, évidemment, tout ça, au début, on définit ses préférences de manière générale. C'est pas, est-ce qu'on se trompe toujours? On se trompe toujours au début parce que c'est pas de la science infuse. C'est autant que la psychologie n'est pas de la science infuse non plus. C'est des choses qu'il faut, c'est des hypothèses qu'on lance. Et après ça, on va venir raffiner en temps réel, si on veut, ou dépendamment des budgets du client, on va venir raffiner pour venir améliorer cette pertinence-là dans nos actions stratégiques. Donc, comprendre le modèle mental de décision, c'est le cycle d'achat. Comment l'individu va venir magasiner, va faire en sorte qu'il va revenir en parler à tous ses amis et faire en sorte que ce soit un client très, très rentable. Stimuler les bons leviers émotifs. En fait, les leviers,
les leviers, c'est tout ce qui vient chercher ces cordes sensibles. Donc, faire en sorte qu'il va transiger. J'ai l'exemple un petit peu plus loin, vous allez le voir. Et bon, évidemment, en bout de ligne, ça va créer la meilleure expérience client pour Joe et générer des ventes récurrentes. Donc, on veut qu'il revienne souvent. C'est ça l'objectif. Revenir une fois, c'est correct, mais votre travail va avoir rien servi. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Si on veut avoir des clients rentables, il faut que ce soit récurrent. Donc, très rapidement, le modèle mental, avant en 2008 ou 2005, 2000, c'était un funnel de conversion standard. Découverte, besoin, considération, conversion, rétention. Aujourd'hui, en 2012, en fait, selon des études de Harvard, c'est un cycle d'achat, c'est un cycle elliptique, si on veut, pas elliptique, mais en tout cas, c'est un ovale, pour faire simple. Vous l'avez sûrement déjà vu, il a été repris à maintes reprises de différentes façons, mais c'est un cycle qui fait en sorte que l'individu va être appelé à revenir. Donc, inspiration. L'individu veut s'inspirer, il se voit dans le futur, en fait. Donc, il se voit en train de vivre une expérience, donc il va chercher en fonction de cette expérience-là. Il va considérer différentes alternatives, donc différentes montagnes. Il va évaluer, il va acheter. Et le plus important, on embarque dans le cycle de loyauté. Donc, il va vivre une expérience client. Donc, oui, en fait, la plupart des gens de marketing vont s'occuper juste de l'acquisition. Donc, nous, on veut le maximum de clients. Mais souvent, ce qui va arriver, c'est que toutes les plateformes vont être abandonnées. Puis, on oublie que le client revient. On oublie que le client, on peut cumuler de la connaissance sur lui. On oublie de le relancer. On oublie d'y offrir des forfaits à forte valeur ajoutée pour ses besoins à lui, ce que lui a le goût de vivre. Donc, ici, c'est le CRM, en fait. Toutes les données analytiques, les données CRM, les données, l'historique d'achat, tout ça vient rentrer à l'intérieur de ça. Et évidemment, il y a un partage émotionnel. Donc, on veut que cet individu-là le partage le plus de gens possible. Si c'est positif, si c'est négatif, le moins possible. Donc, j'oublie les statistiques, mais je pense je crois que c'est 8%. Si la personne vit une expérience négative dans les médias sociaux, ça va être véhiculé à 8%. À l'inverse, 67%, si mon souvenir est bon, va être partagé si c'est une expérience positive. Donc, c'est quand même à ne pas négliger. Il ne faut pas avoir peur, en fait, de mettre le paquet. Donc, évidemment, si on vient avec les tactiques, l'inspiration peut passer par différentes étapes, les vidéos, les photos, des outils comme TripAdvisor, Flickr, oui. Donc, évidemment, cet individu-là va se surcharger de joie dans le futur. Donc, il aspire à vivre cette joie-là. Il évalue différents outils, Google, les blogs, Yelp, donc les reviews et compagnie. Donc, évidemment, probablement qu'il peut vivre certaines émotions négatives dans différents cas. Donc, parmi ces options, il va vivre certaines émotions négatives du fait que bon, d'une part, il y a une surcharge d'informations, mais aussi il y en a peut-être que son premier choix va devenir son dernier choix parce qu'il a vu des reviews, des cotes ou je cherche le terme, comment? Des évaluations, merci. Des évaluations négatives. Et, évidemment, lui, c'est un power user, Joe, donc, il va utiliser tous les outils de géolocalisation. Il va partager avec Twitter, par exemple. Ce sont des exemples. Et il va partager sa satisfaction post-achat ou post-consommation à travers des outils comme Yelp, comme on a vu ici, Pinterest, donc pour pas nommer le buzz d'il y a 3 mois. Donc, brièvement, je vous lance un exemple super intéressant, en fait, que probablement quelques-uns d'entre vous ont déjà vu. Mais Vail est une station de ski, en fait, un regroupement de stations de ski important. Vail a repensé les interactions avec Joe en fonction de Joe, en anticipant, énergisant, personnalisant son expérience de marque de A à Z. Quand je dis de A à Z, c'est vraiment post-achat, post-consommation, lors du cadre de consommation, quand il fait du ski, quand il est sur la montagne, et post-consommation, comment il distribue sa satisfaction ou son insatisfaction à travers les canaux numériques ou à travers le bouche-à-oreille traditionnel. Quand on crée un écosystème de marque, souvent, ce qu'on va aller essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qui va aller chercher le plus d'engagement dans un point d'interaction. Quel genre de contenu? Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est un élément qui va permettre à l'individu de se valoriser dans son environnement social? Il faut essayer de trouver qu'est-ce qui se passe au niveau intrinsèque de l'individu. Évidemment, à l'opposé, c'est des communications de masse. Donc, one size fits all, tout le monde est pareil. Donc, c'est un des axes sur lequel on va travailler. Quand on crée aussi l'écosystème, on veut des interactions rapides.
on veut des interactions multiples et durables. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que l'individu va avoir une vraie valeur, si on veut, et va revenir sur nos outils et plateformes web. Donc, on voit qu'il y a un axe ici qui se dessine. C'est-à-dire que dans cette sphère-là, c'est pas une sphère, mais c'est un coin du cadran, il y a une création de valeur, c'est des plateformes à long terme, c'est un investissement durable. Ici, il y a des campagnes de persuasion, donc ce qu'on veut, c'est du court terme, c'est de la notoriété, on veut être top of mind lorsque la décision va se prendre. Donc, c'est un mélange des deux qu'il faut faire. Donc là, j'ai mis un paquet de choses, en fait, là, qui va partout dans toutes les directions. Mais ça, c'est l'écosystème global de Vell. Donc, Vell a tout ça. Des spots télé, des présents dans les répertoires, les reviews, des mots-clés dans Google, des pubs imprimés, Twitter, service à la clientèle, que ce soit web ou téléphonique, le site Internet. Dans une perspective plus long terme, évidemment, il y a l'expérience de la station de la montagne, une communauté, c'est ce qu'on va adresser plus particulièrement à la prochaine étape. Une application mobile, des jeux pour les enfants notamment, des produits dérivés. Évidemment, dans une perspective plus de masse, on a des courriels qui tentent à se raffiner individuellement, donc il y a moyen de les amener dans l'autre catégorie. Puis évidemment, on a des pages Facebook matériel imprimé. Tout ça pour dire que Joe, on a créé son chemin optimal à travers lequel on va identifier différents états émotionnels dans lesquels on veut qu'il accède. Donc, c'est nous qui décidons. Donc, on l'emmène dans une direction en fonction de ce qu'on a analysé en amont. Notre compréhension de cet individu-là va nous permettre de créer, nous, le chemin émotionnel optimal, la trajectoire optimale. Donc, il est passé par les mots-clés, il est cherché au début, il a été validé avec Twitter, ce qui se passait là-dessus, le site Internet d'information, les reviews, page Facebook où il y a de l'action là-dessus, c'est positif, il n'y a pas trop de clients qui se plaignent. Puis évidemment, là, c'est l'expérience de marque qui fait en sorte que ce client-là va revenir. Je vous envoie une vidéo et vous allez voir toute la charge émotive qu'il y a derrière et comment ils ont bien fait leur travail. Ça n'a pas l'air de vouloir partir, on va y aller d'ici. There have always been mountains, but it wasn't until someone came up with the idea to ride them that things really got interesting. Followed by the desire to build trails, high-speed lifts, mountain resorts, and vibrant base villages. Soon, the mountain wasn't just a mountain anymore. It was a playground, filled with energy and creative expression. Today, a new generation is taking it to new heights, and it's time the mountain evolved again. Introducing Epic Mix, the key to unlocking a new mountain experience. Epic Mix is an online and mobile app that captures your ski experience. It connects you with your friends and family on the mountain. It allows you to share your stories, achievements, and then some. It all starts with your season pass or lift ticket already enabled with RF technology. The Epic Pass, Summit Pass, Colorado Pass, Heavenly Pass, and Peaks lift ticket. They're all smarter than the common paper ticket. And once you buy one, you're in the mix. You're automatically part of the Epic Mix experience. When you get to a lift, you'll be scanned just as before with our Easy Scan process. No need to take your pass out of your pocket. No fumbling with your gloves. Just get on the lift and go. Then start riding. Make some powder turns. Hit the summit. Find a new favorite run. That's all you need to do. Epic Mix has done the rest. It records each of your lift rides, calculates your vertical feet skied, and tallies your epic ski days. And to see it all, you just need to access your account from your computer or mobile phone, and your stats, maps, and achievements that tell the story of your epic day or epic season will be waiting for you, even for those under the age of 13, at the Epic Mix Kids site with its own privacy settings and features. But Epic Mix is more than just tracking vertical feet and a count of your ski days. It captures your experience by rewarding your special achievements and epic moments with Epic Mix pins. We've created pins for hundreds of milestones, special adventures, and unique accomplishments for each day, for each season, and for each resort. Each time you accomplish one, you unlock a new pin that's added to your collection. If you already use Facebook and Twitter, it's easy to share your Epic Mix pins and other achievements with friends and family by connecting your accounts with Epic Mix. When you earn a new pin, you don't need to write a tweet or Facebook status update yourself.
You can set up your account to automatically update your social networks and instantly show your friends and family members your epic mountain adventures. We designed Epic Mix Mobile to go where you go. Just download the free Android or iPhone app or connect to the mobile website and have access to all your mix information anytime. But it's not just about bragging or broadcasting. Epic Mix Mobile shows you which of your friends are on the mountain and where, gives you tools to message your friends and easily set up places to meet, and provides weather forecasts, traffic conditions, mountain updates, snow reports, and more. Skiing and riding have always been social experiences. Sharing stories with friends and family at the end of a great day has been part of the mountains since the... Donc, vous voyez que c'est un gros projet. C'est un gros projet. Plusieurs pensent que c'est pas accessible. C'est vrai que c'est pas accessible, mais ça reste que la majorité des technologies sont existantes. Il y a moyen de créer une expérience similaire avec plusieurs composantes existantes sur le marché. Donc, pour ceux qui sont cracks, d'ouvrir le hood, aller chercher l'API de différents outils existants, d'aller ouvrir l'API de différents outils existants, il y a moyen d'offrir des expériences qui nécessairement iront pas aussi en profondeur que quelque chose qui a été développé sur mesure comme ça, mais il y a moyen d'aller assez loin dans la création d'expériences. Donc, comme je vous disais, en fait, évidemment, ils ont été chercher l'esprit challenge, si on veut, de la chose. Donc toutes les données analytiques, les données géographiques, mais géolocalisées, ces données-là, en fait, sont cumulées dans une base de données, un gros système, en fait, qui permet d'avoir beaucoup de données utilisateurs. Donc, vous irez la revoir, la vidéo, là, c'est Epic Mix, pardon, j'ai oublié le terme. En fait, en cherchant ça, VEL Epic Mix sur YouTube ou sur Google, vous allez le trouver. Ils ont fait un gros système de photos également. Donc, il y a beaucoup de gens sur la montagne qui vont prendre des photos. Ces photos-là vont être aussi géolocalisées puis ils vont être attribuées à l'individu. Donc, tout ça va se distribuer à l'intérieur du système. Donc, c'est assez puissant. Et évidemment, comme je vous disais, ces données utilisateurs-là vont nous permettre de resegmenter nos campagnes courriels. Donc, toutes les données vont être utilisées à bon escient pour créer le bon couple produit persona ou produit individu. Donc, ces informations-là sont riches dans une perspective marketing ou une perspective de vendre le bon produit à la bonne personne. Très rapidement, je vous montre ça juste pour vous démontrer à quel point ils sont capables d'aller loin au niveau de l'émotion. What's up, Bill? He's working on his stats. Here? Don't tell him. Bon, vous avez compris que le gars courait dans les escaliers pour améliorer ses statistiques en espérant battre Bill. Si j'ai bien compris. Donc, c'est assez particulier, mais évidemment, ça va chercher les jeunes qui ont besoin de challenge. Donc, il y a toutes sortes un arsenal complet, en fait, pour aller chercher différentes audiences. Des conseils pour la planche à neige pour les initiés. Des annonces de l'équipe nationale, en fait, sur Flickr. Donc, pour aller chercher cette connexion émotionnelle à travers d'autres moyens. Donc, évidemment, plus on se rapproche d'un individu qui a une forte propension à générer de l'émotion, plus la relation émotionnelle va être étroite entre la marque et la cible en question. Donc, évidemment, je vous cacherai pas que les résultats peuvent être assez impressionnants. Ça, c'est un truc qui date de quelques mois, de 3 ou 4 mois, mais ça reste que dans tout le système, en fait, là, au moment où j'ai pris l'échantillonnage, il y avait 144 000 photos, donc social post with photo, donc ça génère beaucoup d'enthousiasme. Évidemment, on a utilisé des leviers émotionnels à travers ça. Les leviers principaux, c'est la différenciation. Comment faire en sorte que nous, en tant que montagne, on va se différencier et on va traiter notre client de manière unique? Oui. 5 minutes, merci, c'est gentil. Donc, en fait, c'est ça, on veut créer une histoire unique pour chaque individu. Donc, on s'est différencié de manière fondamentale avec une plateforme ou une plateforme complète qui gère l'expérience de A à Z. En termes de levier, on a mis l'ingrédient de la socialisation. Donc, évidemment, on est des êtres sociables. En fait, il n'y a aucun individu sur Terre, il y a des exceptions, on s'entend, là, mais normalement, même si vous partez en voyage seul avec un pack-sac, vous allez être porté d'aller vers les autres.
Donc, malgré vous, donc c'est fondamental dans ce projet-là. Ils ont été loin à ce niveau-là. L'authenticité, l'authenticité, on s'entend que l'authenticité passe par la communauté, les individus. C'est pas eux qui imposent un message, c'est la collectivité qui s'exprime à travers une plateforme qui est foncièrement avant-gardiste. On inspire les gens à travers les histoires des autres. On va créer du storytelling à travers les histoires des autres. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais ils ont créé une plateforme technologique qui vont catalyser ces émotions-là. Puis évidemment, il y a une forme d'influence qui va se créer à travers tout l'esprit communautaire de la chose, mais évidemment, toutes les tactiques sont bâties en fonction de générer des bonnes émotions avec la bonne tonalité. Donc là, j'ai mis Martin et Matt, plus une question de tonalité, le bon message de manière à créer une connexion émotionnelle. Donc Martin et Matt le fait bien, évidemment. Donc, pour terminer, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Toute raison cède en présence de passion. Donc c'est pas de la science exacte, comme je vous mentionnais. L'idée étant de partir avec de grandes hypothèses, puis après ça, de raffiner avec les outils analytiques, qualitatifs et quantitatifs qui sont à notre disposition. Bref, ce n'est pas c'est pas une question de technologie, c'est une question d'expérience. Puis je veux pas vous chanter une dernière chanson pour aujourd'hui. C'était juste pour fermer le tout. Merci pour votre attention.